Imaginez le bassin d'une femme si gravement déformé par la malnutrition que le canal de naissance mesure à peine 3 pouces de large. Maintenant, imaginez la tête d'un bébé à terme essayant de passer à travers cet espace impossible. Les hurlements ont duré des jours avant que la mère et l'enfant ne meurent dans d'atroces souffrances, leurs os encore emboîtés l'un dans l'autre quand les archéologues les ont retrouvés 8 siècles plus tard. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une preuve médico-légale provenant de sites médiévaux récemment excavés à travers l'Europe. Ce qui choque les chercheurs, ce n'est pas seulement l'ampleur des traumatismes squelettiques qu'ils découvrent, mais la manière systématique dont ces morts ont été dissimulées dans les archives historiques. Les documents de l'Église, les procédures judiciaires, les textes médicaux, tous conspirent pour dissimuler un bilan si effarant que s'il se produisait aujourd'hui, nous parlerions de génocide. Le cas de la naissance dans un cercueil en Italie révèle une extrusion fœtale post-mortem, avec des marques d'outils sur le crâne de la mère montrant des tentatives désespérées de chirurgie cérébrale médiévale. Mais ce n'est que le début des preuves archéologiques qui prouvent que l'accouchement médiéval était une condamnation à mort délibérément orchestrée par ceux qui détenaient le pouvoir. Abonnez-vous pour découvrir quelles autres horreurs médico-légales émergent des cimetières médiévaux et pourquoi les historiens modernes admettent seulement maintenant qu'ils avaient tout faux. Mais avant de nous plonger plus profondément dans ces découvertes glaçantes, il y a une preuve particulière qui change tout ce que nous pensions savoir sur l'accouchement médiéval. Un morceau de parchemin taché qui a passé 5 siècles à cacher ses secrets jusqu'à ce que la Dr. Sarah Fediment décide d'y regarder de plus près. L'artefact se trouve dans la Wellcome Collection de Londres, mesurant à peine 4 pouces de large, mais s'étendant sur près de 10 pieds de long, sa surface couverte de prières latines estompées et de mystérieuses taches sombres que les chercheurs précédents avaient considérées comme de simples taches de vieillesse ou des dégâts des eaux. Quand Fediment a placé ses échantillons de laboratoire sous analyse protéomique en 2021, elle s'attendait à trouver des traces de peau animale et d'encre médiévale, rien de plus que la composition standard d'un parchemin. Au lieu de cela, ce qu'elle a découvert, incrusté au plus profond de ses taches, l'a amené à remettre en question tout ce que les historiens avaient supposé au sujet de ces soi-disant ceintures d'accouchement. Les protéines ne provenaient ni d'animaux, ni de matériaux d'écriture. C'étaient des fluides cervico-vaginaux humains, ainsi que des traces de miel, de lait et d'herbe que les textes médicaux médiévaux décrivent comme des traitements d'urgence pour l'accouchement. Ce n'était pas seulement une relique religieuse sur laquelle les femmes priaient. C'était la preuve physique des derniers moments d'une femme, ses fluides corporels et ses larmes de désespoir littéralement absorbées par le parchemin qu'elle croyait capable de lui sauver la vie. Les prières avaient été usées par d'innombrables doigts désespérés, le texte latin poli par des femmes qui agrippaient cette ceinture tout en éprouvant une douleur que nous pouvons à peine imaginer. Mais voici ce qui vous hantera. Cet unique artefact ne représente qu'une seule mort parmi des millions que les autorités médiévales ont passé des siècles à tenter d'effacer de l'histoire, et ce que nous sommes sur le point de découvrir changera à jamais votre vision du passé. Ce seul parchemin taché à Londres représente bien plus que la mort tragique d'une seule femme. C'est une fenêtre sur un cauchemar statistique qui modifiera fondamentalement votre compréhension de la société médiévale. Laissez-moi vous donner des chiffres qui vous donneront la chair de poule, car lorsque vous saisirez vraiment l'ampleur de ce qui est arrivé aux femmes au Moyen Âge, vous réaliserez que nous ne parlons pas de limitation médicale malheureuse, nous parlons d'un massacre systématique. Dans la Grande-Bretagne moderne, 13 femmes meurent pour 100 000 naissances, une tragédie qui fait la une des journaux et déclenche des enquêtes lorsqu'elle se produit. C'est un taux de mortalité de 0,013 %, si rare que la plupart des gens ne connaîtront jamais personnellement quelqu'un qui est mort en couche.
Maintenant, préparez-vous à la réalité médiévale que les chercheurs de l'Université de Cambridge ont passé des décennies à documenter à travers des preuves archéologiques et des archives nouvellement découvertes. Une femme mariée sur 18 mourait en couche. Pas une sur 1800, pas une sur 800, une sur 18. Cela signifie que si vous réunissiez 18 épouses médiévales dans une pièce, statistiquement, l'une d'entre elles ne survivrait pas à ces grossesses. Mais la situation s'aggrave de manière exponentielle lorsque vous comprenez l'horreur cumulative à laquelle ces femmes étaient confrontées. Les femmes médiévales n'avaient pas seulement 1 ou 2 enfants, elles avaient 6, 7, parfois 10 grossesses ou plus tout au long de leurs années de fertilité, et chaque accouchement était un coup de dé avec la mort. Le risque individuel par naissance variait de 1,2 à 1,7 % selon la classe sociale et le lieu, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'une femme médiévale entrait en travail, elle faisait face à des probabilités à peu près équivalentes à jouer à la roulette russe avec un revolver à 100 chambres. Maintenant, multipliez ce risque sur plusieurs grossesses pendant 15 à 20 ans de procréation et les statistiques sur une vie entière deviennent absolument effarantes. Plus d'une femme sur 3 mourait pendant ces années de procréation. Non pas de maladie, non pas d'accident, non pas de violence, mais spécifiquement du processus biologique que notre société célèbre aujourd'hui comme le miracle de la naissance. Pour mettre cela dans une perspective qui vous horrifiera, l'accouchement médiéval était 130 fois plus dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. 130 fois. Ce n'est pas une amélioration progressive sur des siècles, c'est la différence entre une condamnation à mort et une procédure médicale de routine. Les études archéologiques à travers l'Europe révèlent constamment des populations de cimetières où les restes de jeunes femmes adultes dépassent de loin les restes masculins dans les mêmes groupes d'âge. Une impossibilité démographique, à moins que quelque chose ne tue systématiquement les femmes pendant leurs meilleures années de reproduction. L'étude de Cambridge sur 102 femmes aristocrates anglaises de 1236 à 1503, l'élite absolue qui avait accès à la meilleure nourriture, aux meilleurs logements et aux meilleurs soins médicaux disponibles, montre encore des taux de mortalité maternelle qui déclencheraient une intervention humanitaire internationale s'il se produisait n'importe où dans le monde aujourd'hui. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire, car ce que nous sommes sur le point de découvrir révèle que la véritable horreur n'était pas seulement biologique, c'était le résultat de choix sociaux et religieux délibérés qui ont transformé les défis naturels de l'accouchement en un massacre médiéval, et les preuves du fonctionnement de cette machine a tué systématiquement. Imaginez le bassin d'une femme si gravement déformée par la malnutrition que le canal de naissance mesure à peine 3 pouces de large. Maintenant, imaginez la tête d'un bébé à terme essayant de passer à travers cet espace impossible. Les hurlements ont duré des jours avant que la mère et l'enfant ne meurent dans d'atroces souffrances, leurs os encore emboîtés l'un dans l'autre quand les archéologues les ont retrouvés 8 siècles plus tard. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une preuve médico-légale provenant de sites médiévaux récemment excavés à travers l'Europe. Ce qui choque les chercheurs, ce n'est pas seulement l'ampleur des traumatismes squelettiques qu'ils découvrent, mais la manière systématique dont ces morts ont été dissimulées dans les archives historiques. Les documents de l'Église, les procédures judiciaires, les textes médicaux, tous conspirent pour dissimuler un bilan si effarant que s'il se produisait aujourd'hui, nous parlerions de génocide. Le cas de la naissance dans un cercueil en Italie révèle une extrusion fœtale post-mortem, avec des marques d'outils sur le crâne de la mère montrant des tentatives désespérées de chirurgie cérébrale médiévale. Mais ce n'est que le début des preuves archéologiques qui prouvent que l'accouchement médiéval était une condamnation à mort délibérément orchestrée par ceux qui détenaient le pouvoir. Abonnez-vous pour découvrir quelles autres horreurs médico-légales émergent des cimetières médiévaux et pourquoi les historiens modernes admettent seulement maintenant qu'ils avaient tout faux.
Mais avant de nous plonger plus profondément dans ces découvertes glaçantes, il y a une preuve particulière qui change tout ce que nous pensions savoir sur l'accouchement médiéval. Un morceau de parchemin taché qui a passé 5 siècles à cacher ses secrets jusqu'à ce que la Dr. Sarah Fediment décide d'y regarder de plus près. L'artefact se trouve dans la Wellcome Collection de Londres, mesurant à peine 4 pouces de large, mais s'étendant sur près de 10 pieds de long, sa surface couverte de prières latines estompées et de mystérieuses taches sombres que les chercheurs précédents avaient beau considérer comme de simples taches de vieillesse ou des dégâts des eaux. Quand Fediment a placé ses échantillons de laboratoire sous analyse protéomique en 2021, elle s'attendait à trouver des traces de peau animale et d'encre médiévale, rien de plus que la composition standard d'un parchemin. Au lieu de cela, ce qu'elle a découvert, incrusté au plus profond de ses taches, l'a amené à remettre en question tout ce que les historiens avaient supposé au sujet de ces soi-disant ceintures d'accouchement. Les protéines ne provenaient ni d'animaux, ni de matériaux d'écriture. C'étaient des fluides cervico-vaginaux humains, ainsi que des traces de miel, de lait et d'herbe que les textes médicaux médiévaux décrivent comme des traitements d'urgence pour l'accouchement. Ce n'était pas seulement une relique religieuse sur laquelle les femmes priaient. C'était la preuve physique des derniers moments d'une femme, ses fluides corporels et ses larmes de désespoir littéralement absorbées par le parchemin qu'elle croyait capable de lui sauver la vie. Les prières avaient été usées par d'innombrables doigts désespérés, le texte latin poli par des femmes qui agrippaient cette ceinture tout en éprouvant une douleur que nous pouvons à peine imaginer. Mais voici ce qui vous hantera. Cet unique artefact ne représente qu'une seule mort parmi des millions que les autorités médiévales ont passé des siècles à tenter d'effacer de l'histoire, et ce que nous sommes sur le point de découvrir changera à jamais votre vision du passé. Ce seul parchemin taché à Londres représente bien plus que la mort tragique d'une seule femme. C'est une fenêtre sur un cauchemar statistique qui modifiera fondamentalement votre compréhension de la société médiévale. Laissez-moi vous donner des chiffres qui vous donneront la chair de poule, car lorsque vous saisirez vraiment l'ampleur de ce qui est arrivé aux femmes au Moyen Âge, vous réaliserez que nous ne parlons pas de limitation médicale malheureuse, nous parlons d'un massacre systématique. Dans la Grande-Bretagne moderne, 13 femmes meurent pour 100 000 naissances, une tragédie qui fait la une des journaux et déclenche des enquêtes lorsqu'elle se produit. C'est un taux de mortalité de 0,013 %, si rare que la plupart des gens ne connaîtront jamais personnellement quelqu'un qui est mort en couche. Maintenant, préparez-vous à la réalité médiévale que les chercheurs de l'Université de Cambridge ont passé des décennies à documenter à travers des preuves archéologiques et des archives nouvellement découvertes. Une femme mariée sur 18 mourait en couche. Pas une sur 1800, pas une sur 800, une sur 18. Cela signifie que si vous réunissiez 18 épouses médiévales dans une pièce, statistiquement, l'une d'entre elles ne survivrait pas à ces grossesses. Mais la situation s'aggrave de manière exponentielle lorsque vous comprenez l'horreur cumulative à laquelle ces femmes étaient confrontées. Les femmes médiévales n'avaient pas seulement 1 ou 2 enfants, elles avaient 6, 7, parfois 10 grossesses ou plus tout au long de leurs années de fertilité, et chaque accouchement était un coup de dé avec la mort. Le risque individuel par naissance variait de 1,2 à 1,7 % selon la classe sociale et le lieu, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'une femme médiévale entrait en travail, elle faisait face à des probabilités à peu près équivalentes à jouer à la roulette russe avec un revolver à 100 chambres. Maintenant, multipliez ce risque sur plusieurs grossesses pendant 15 à 20 ans de procréation et les statistiques sur une vie entière deviennent absolument effarantes. Plus d'une femme sur 3 mourait pendant ces années de procréation, non pas de maladie, non pas d'accident, non pas de violence, mais spécifiquement du processus biologique
que notre société célèbre aujourd'hui comme le miracle de la naissance. Pour mettre cela dans une perspective qui vous horrifiera, l'accouchement médiéval était 130 fois plus dangereux qu'il ne l'est aujourd'hui. 130 fois. Ce n'est pas une amélioration progressive sur des siècles, c'est la différence entre une condamnation à mort et une procédure médicale de routine. Les études archéologiques à travers l'Europe révèlent constamment des populations de cimetières où les restes de jeunes femmes adultes dépassent de loin les restes masculins dans les mêmes groupes d'âge. Une impossibilité démographique, à moins que quelque chose ne tue systématiquement les femmes pendant leurs meilleures années de reproduction. L'étude de Cambridge sur 102 femmes aristocrates anglaises de 1236 à 1503, l'élite absolue qui avait accès à la meilleure nourriture, aux meilleurs logements et aux meilleurs soins médicaux disponibles, montre encore des taux de mortalité maternelle qui déclencheraient une intervention humanitaire internationale s'il se produisait n'importe où dans le monde aujourd'hui. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire, car ce que nous sommes sur le point de découvrir révèle que la véritable horreur n'était pas seulement biologique, c'était le résultat de choix sociaux et religieux délibérés qui ont transformé les défis naturels de l'accouchement en un massacre médiéval, et les preuves du fonctionnement de cette machine à tuer systématique feront paraître ces statistiques comme une douce préparation au cauchemar que nous allons explorer. Ces statistiques horribles deviennent encore plus glaçantes lorsque vous comprenez le monde médiéval qui a créé cette machine à mort systématique. Car ce n'étaient pas des tragédies aléatoires, elles étaient le résultat inévitable d'une société qui a délibérément construit chaque aspect de la vie des femmes pour maximiser leur vulnérabilité reproductive, tout en ne fournissant absolument aucune protection médicale. Imaginez une jeune fille médiévale typique célébrant ce qu'elle pense être son enfance. Peut-être a-t-elle 12 ans, jouant encore avec des poupées en bois sculptées, lorsque son père annonce ses fiançailles avec un homme 2 fois plus âgé qu'elle n'a jamais rencontré. À 14 ou 15 ans, elle est mariée et on s'attend immédiatement à ce qu'elle tombe enceinte. Son corps d'enfant, encore en développement, alors qu'elle est contrainte d'assumer la responsabilité adulte de créer la prochaine génération. Sa réalité quotidienne implique une malnutrition chronique que nous pouvons littéralement voir gravée dans ses os des siècles plus tard. Les archéologues ont documenté de graves carences en vitamine D qui ont déformé les os du bassin en formes impossibles, rétrécissant les canaux de naissance à des dimensions mortelles, tandis que son corps tente simultanément de supporter les énormes demandes caloriques de grossesse répétées. Elle pouvait passer de 15 à 20 ans de sa vie, soit enceinte, soit en convalescence après un accouchement, avec des soins médicaux qui consistaient en prières, mélange d'herbes et interventions qui seraient considérées comme de la torture selon les normes modernes. La société médiévale n'avait absolument aucune compréhension de l'infection, aucun concept de procédure stérile, aucune connaissance de l'anatomie au-delà de ce qui pouvait être observé extérieurement, et aucune compréhension que les bactéries existaient elles-mêmes. Lorsque des complications survenaient pendant le travail, la réponse n'était pas un traitement médical, c'était un rituel religieux désespéré combiné à des interventions physiques qui tuaient souvent plus vite que le problème initial. Mais voici ce qui rend ce massacre systématique encore plus troublant. La société médiévale non seulement s'attendait à ce que ces femmes meurent, mais elle a construit des cadres sociaux et juridiques entiers autour de cette attente. Les femmes rédigeaient couramment leur testament avant d'entrer en travail, non pas par précaution paranoïaque, mais parce que tout le monde, de leur famille à leur prêtre, supposait qu'elles ne survivraient probablement pas. L'Église enseignait que la douleur de l'accouchement était la punition divine pour le péché originel d'Ève, ce qui signifiait que les femmes qui criaient pendant le travail manifestaient une faiblesse dans leur foi, tandis que celles qui demandaient une quelconque forme de soulagement de la douleur étaient littéralement accusées de sorcellerie. La première femme dont on ait gardé la trace, brûlée sur le bûcher pour avoir demandé un analgésique pendant l'accouchement. Ce n'était pas de l'ignorance née d'un manque d'alternative, c'était une doctrine religieuse délibérée
qui donnait la priorité aux concepts théologiques sur la vie humaine. Les jeunes épouses apprenaient à se préparer à la mort à chaque grossesse, tout en étant simultanément poussées à continuer de se reproduire jusqu'à ce que leur corps ne puisse littéralement plus survivre à une autre tentative. Elles vivaient dans un monde où la chambre d'accouchement représentait une condamnation à mort plus fiable que n'importe quel champ de bataille médiéval, et ce que ces femmes affrontaient dans ces chambres, les mesures désespérées qu'elles tentaient, les interventions inimaginables qui leur étaient infligées, la cruauté systématique déguisée en soins médicaux révélera une horreur si profonde que vous comprendrez pourquoi les autorités médiévales ont travaillé si dur pour cacher ces histoires de l'histoire. Cette torture systématique des femmes médiévales soulève une question évidente. Si l'accouchement coûtait vraiment la vie à une épouse sur 18 et tuait plus d'un tiers de toutes les femmes pendant leurs années de reproduction, pourquoi les livres d'histoire médiévale ne sont-ils pas remplis de récits de cette catastrophe démographique? Pourquoi a-t-il fallu la science médico-légale du XXIe siècle pour révéler la véritable ampleur de ce qui est arrivé à ces femmes? La réponse vous fera remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné sur la tenue des archives médiévales, car ce à quoi nous avons affaire n'est pas un oubli historique, c'est une suppression délibérée et systématique de preuves qui s'étend sur 8 siècles et implique tous les niveaux de l'autorité médiévale. Les archives officielles de l'Église, les principaux documents historiques sur lesquels nous nous appuyons pour comprendre la vie médiévale, sous-estiment systématiquement les décès maternels dans des proportions si stupéfiantes que les archéologues les décrivent maintenant comme très probablement contraires à la réalité vécue. Lorsque les chercheurs comparent la documentation écrite avec les preuves squelettiques réelles des cimetières médiévaux, ils découvrent des populations de cimetières où les restes de jeunes femmes adultes sont plus nombreux que les décès enregistrés dans les archives historiques dans des proportions qui devraient être statistiquement impossibles. Les scribes médiévaux, presque exclusivement des membres du clergé masculin qui n'avaient jamais assisté à un accouchement et avaient des intérêts théologiques directs à minimiser les preuves de l'efficacité de la punition divine, classifiaient systématiquement les décès maternels comme fièvre, faiblesse ou simplement causes naturelles, sans préciser les circonstances réelles. Les documents juridiques séculiers montrent des schémas similaires d'obscurcissement délibéré, avec des registres de succession de biens qui mentionnent la mort d'une femme, mais évitent soigneusement de détailler si elle est morte en couche, malgré les implications juridiques pour les droits de succession et les perspectives de remariage. Encore plus accablantes sont les preuves archéologiques des sites funéraires médiévaux qui révèlent des schémas d'inhumation contredisant complètement les archives officielles, des fosses communes de jeunes femmes enterrées avec des restes de fœtus, des sections de cimetières dédiées spécifiquement aux décès maternels, et des preuves osseuses de traumatismes répétés liés à l'accouchement qui n'apparaissent dans aucun récit écrit contemporain. Les autorités de l'Église avaient de puissantes motivations pour cacher la véritable ampleur de la mortalité maternelle, car une connaissance généralisée de ces taux de mortalité aurait remis en question les doctrines religieuses fondamentales sur la providence divine et la nature bénie du mariage et de la reproduction. Si les congrégations avaient pleinement compris que le mariage était essentiellement une condamnation à mort pour leurs filles, toute la structure sociale médiévale construite autour du mariage précoce et de la reproduction continue se serait effondrée. Les autorités séculières ont collaboré à cette suppression, car reconnaître le véritable impact démographique aurait exposé la nature insoutenable des politiques démographiques médiévales et le sacrifice délibéré des femmes pour l'expansion économique et politique. Pendant des siècles, toute l'horreur a été cachée par une combinaison de tenue sélective des archives, de rationalisation théologique, et le simple fait que les femmes qui auraient pu témoigner de leurs propres expériences étaient mortes. Jusqu'à maintenant, les techniques archéologiques modernes, de l'analyse biomoléculaire à la technologie avancée de balayage osseux,
ont donné une voix à 800 ans de souffrance réduite au silence. Et ce que vous êtes sur le point de voir expliquera exactement pourquoi les autorités médiévales ont travaillé si désespérément pour enterrer ces histoires. Car les preuves révèlent non seulement une ignorance médicale, mais des décisions calculées qui ont donné la priorité au contrôle social sur la vie humaine, transformant les défis biologiques naturels en un massacre systématique qui fait paraître la guerre médiévale clémente en comparaison. Maintenant que vous comprenez pourquoi les autorités médiévales ont travaillé si dur pour supprimer les preuves de la mortalité maternelle, vous devez voir ce qui a poussé des femmes désespérées à tenter des remèdes si horribles que les professionnels de la santé moderne ont du mal à lire les récits documentés sans une révulsion physique. Ce n'étaient pas de pittoresques remèdes de bonnes femmes ou d'inoffensives superstitions, c'étaient les derniers soupirs de femmes qui comprenaient parfaitement à quel point elles étaient piégées et qui auraient essayé littéralement n'importe quoi pour éviter la mort atroce que les statistiques leur promettaient. La pratique la plus largement documentée consistait à envelopper l'abdomen des femmes en y travail avec des peaux de serpent, une procédure décrite avec des détails glaçants par le texte médical du XIIe siècle, connu sous le nom de Trotula, qui stipule que si une femme avait des difficultés à faire sortir un enfant, que la femme soit ceinte d'une peau de serpent dont le serpent est sorti. Imaginez la texture des écailles de reptiles séchés pressés contre une chair enflée et contractée, l'odeur putride de matière animale en décomposition se mêlant à l'odeur métallique du sang et du liquide amniotique. Tandis que les femmes se convainquaient que ce rituel révoltant pourrait d'une manière ou d'une autre empêcher leur mort imminente. Mais les peaux de serpent n'étaient que le début d'un catalogue de mesures désespérées qui révèlent la terreur absolue que ces femmes ressentaient. Le texte médical anglais du XVe siècle, The Sickness of Women, recommande que les mères en travail se saignent d'une ceinture de peau de cerf, une peau de cerf enroulée serrée autour du torse, tout en leur demandant de frotter des pierres précieuses directement sur leurs cuisses pendant les contractions. Les preuves archéologiques montrent que les femmes médiévales serraient ainsi désespérément des pierres de sarde, d'ambre et de jaspe pendant le travail que les gemmes portent des empreintes permanentes d'ongles, les surfaces lisses usées par des mains moites de sueur et de sang, agrippant ces pierres comme des talismans contre la mort pendant que leur corps se déchirait littéralement. Encore plus troublantes étaient les applications internes que les textes médicaux médiévaux décrivent avec des détails nauséabonds, du miel mélangé à des herbes pulvérisées, y compris du cresson de jardin, des baies de laurier, de l'encens et de la cannelle, formées en boules et insérées directement dans le vagin, puis fixées avec des bandes attachées autour des reins de la femme. Le Trotula spécifie que ces mélanges de miel devaient être placés sur les reins et attachés avec une bande en boule et insérés dans le vagin pour les femmes souffrant de déplacement utérin, ce qui signifie que les femmes médiévales enduraient l'agonie d'objets étrangers insérés dans leur canal de naissance, tout en essayant simultanément de mettre au monde des bébés par ce même passage traumatisé. Le désespoir religieux a atteint des extrêmes encore plus déchirants, les femmes empruntant si fréquemment des reliques sacrées comme la ceinture de saint Anselme, que les chroniqueurs médiévaux ont noté que c'était une pratique courante pour les femmes dans les dangers de l'accouchement de demander la ceinture avec une intention pieuse. La ceinture elle-même montre des preuves physiques de cette utilisation désespérée. Le cuir poli par d'innombrables mains, taché de fluide corporel de femmes qui l'ont agrippé pendant leurs dernières heures. Le plus obsédant de tout est peut-être la preuve provenant des ceintures d'accouchement comme celle que nous avons examinée plus tôt, des manuscrits sur parchemin contenant des prières pour un accouchement sans danger qui montrent des signes clairs d'avoir été embrassés, touchés et serrés si désespérément que le texte lui-même a été usé par les lèvres et les doigts de femmes mourantes. Ce n'étaient pas des superstitions pratiquées par des paysannes ignorantes.
C'étaient les paris calculés de femmes qui comprenaient leurs chances statistiques de survie et étaient prêtes à endurer n'importe quelle souffrance supplémentaire si cela pouvait améliorer leurs chances, ne serait-ce que d'une fraction. Car ce qui les attendait dans ces chambres d'accouchement était un niveau d'intervention médicale qui fait paraître ces remèdes populaires désespérés, cléments en comparaison. Ces remèdes désespérés deviennent encore plus tragiques lorsque l'on comprend la réalité biologique brutale à laquelle ces femmes étaient confrontées. Car l'accouchement médiéval n'était pas seulement dangereux en raison de soins médicaux médiocres, c'était une tempête parfaite de biologie évolutive entrant en collision avec une malnutrition systématique qui transformait chaque travail en une impossibilité anatomique potentiellement fatale. L'espèce humaine a développé un paradoxe reproductif dévastateur qu'aucun autre mammifère ne connaît au même degré. Des bébés avec des têtes assez grandes pour abriter des cerveaux complexes essayant de passer à travers des bassins conçus pour la marche bipède, une combinaison qui rend même l'accouchement moderne intrinsèquement risqué. Mais les femmes médiévales faisaient face à ce défi biologique avec des corps systématiquement affaiblis et déformés par des carences nutritionnelles chroniques que nous pouvons mesurer avec une précision troublante dans leur reste squelettique. L'étude nubienne de 36 bassins de femmes médiévales révèle des mesures qui vous feront comprendre pourquoi tant de femmes sont mortes en hurlant. Des canaux de naissance rétrécis à peine 3 pouces de diamètre, des détroits pelviens contractés par des déformations osseuses induites par la malnutrition qui créent de véritables pièges mortels pour la mère et l'enfant. La carence en vitamine D, endémique chez les femmes médiévales qui passaient leur vie à l'intérieur et avaient une alimentation dépourvue de nutriments essentiels, provoquait une condition appelée ostéomalacie qui courbait les os du bassin en formes impossibles tout en les rendant suffisamment fragiles pour se briser sous la pression des contractions du travail. L'analyse archéologique montre des os pelviens si sévèrement courbés que le canal de naissance ressemble à un entonnoir tordu plutôt qu'au passage lisse nécessaire à l'accouchement, avec des mesures montrant que les dimensions pelviennes des femmes médiévales étaient significativement plus petites que celles des populations modernes sur plusieurs plans anatomiques. L'excavation de Milan fournit des preuves encore plus horribles. 2 femmes médiévales avec des déformations pelviennes si extrêmes que leurs canaux de naissance étaient physiquement impossibles à franchir, leurs os montrant une scoliose, une courbure sévère et des détroits rétrécis qui garantissaient que la mère et l'enfant mourraient dans d'atroces souffrances si une grossesse survenait. Mais les déformations squelettiques individuelles n'étaient que le début du cauchemar biologique, car les femmes médiévales n'affrontaient pas ces défis une seule fois. Elles les enduraient à plusieurs reprises pendant 15 à 20 ans de reproduction continue qui affaiblissaient progressivement des corps déjà compromis. Chaque grossesse extrayait le calcium d'os déjà mal formé. Chaque travail déchirait des tissus qui n'avaient pas le temps de guérir correctement. Chaque accouchement mettait à rude épreuve des systèmes cardiovasculaires fonctionnant avec une nutrition de subsistance, tout en supportant les énormes exigences métaboliques de la croissance des fœtus. La médecine médiévale n'avait absolument aucune compréhension du contrôle des infections, ce qui signifiait que toute déchirure lors de l'accouchement, ce qui était pratiquement inévitable compte tenu des impossibilités anatomiques auxquelles ces femmes étaient confrontées, devenait une porte d'entrée pour des bactéries qui provoquaient une septicémie, de la fièvre et une mort atroce quelques jours après, ce qui aurait dû être des occasions joyeuses. Ils n'avaient aucune connaissance du contrôle des hémorragies au-delà de tentatives grossières de bourrer les plaies avec les matériaux disponibles, aucune technique chirurgicale pour une intervention d'urgence et aucune compréhension que la propreté avait un quelconque rapport avec les chances de survie. Et pourtant, ce cauchemar biologique a été rendu infiniment pire par ce que la société médiévale a choisi de faire à ces femmes souffrantes, car la torture systématique qui se faisait passer pour une intervention médicale transformait des complications surmontables en condamnation à mort garantie. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir
révélera comment une cruauté délibérée déguisée en guérison a créé les chapitres les plus horribles de l'histoire de la souffrance humaine. La cruauté systématique de l'intervention médicale médiévale devient indéniablement claire lorsque vous examinez les preuves archéologiques que les techniques médico-légales du XXIe siècle ont finalement mises en lumière, car les os ne mentent pas. Et ce qu'ils nous disent est presque trop horrible pour être cru. Commençons par la découverte d'Imola, qui a fait les gros titres internationaux lorsque les chercheurs ont réalisé ce qu'ils regardaient. Une femme âgée de 25 à 35 ans, enterrée face vers le haut dans un cercueil en briques, indiquant une sépulture correcte, mais avec un fœtus de 38 semaines, positionné d'une manière qui défiait toute explication naturelle. Le squelette du fœtus n'était pas à l'intérieur de sa cavité pelvienne où il aurait dû être si elle était morte enceinte. Au lieu de cela, la tête et le torse ont été trouvés entre ses cuisses, tandis que les jambes restaient piégées dans son bassin, créant une impossibilité anatomique que les experts médico-légaux n'ont d'abord pas pu expliquer jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils assistaient à une extrusion fœtale post-mortem, un phénomène où les gaz de décomposition forcent littéralement un fœtus mort hors du corps de sa mère après l'enterrement. Mais la véritable horreur n'était pas la naissance dans le cercueil elle-même. C'était le trou percé précisément au centre du crâne de la femme, montrant des preuves claires de trépanation effectuées alors qu'elle était encore en vie, avec 3 rainures horizontales parallèles provenant d'un outil de coupe circulaire et une petite marque de coupe linéaire au-dessus du trou où quelqu'un avait décollé son cuir chevelu en préparation du forage de son crâne. Les médecins médiévaux avaient littéralement tenté une chirurgie cérébrale sur une femme mourante en couche, utilisant des instruments grossiers pour percer l'os vivant dans une tentative désespérée de soulager ce qu'ils imaginaient être une pression causant ces complications de travail. L'excavation de Milan révèle des preuves encore plus troublantes de la façon dont la malnutrition et l'ignorance médicale médiévale se sont combinées pour créer une torture systématique. 2 femmes avec des carences en vitamine D si graves que leurs os pelviens s'étaient courbés en configuration impossible, créant des canaux de naissance si étroits que l'accouchement était anatomiquement impossible, tandis que leur squelette montre des preuves claires de scoliose induite par l'ostéomalacie, de Coxa-Vara et de protrusio acetabuli, qui garantissaient une mort atroce pour toute personne tombant enceinte. L'analyse archéologique montre que ces femmes sont mortes avec des fœtus de 25 à 36 semaines de gestation, ce qui signifie qu'elles ont enduré des mois en sachant que leur grossesse les tuerait tandis que leurs os déformés continuaient de se détériorer sous le stress métabolique du soutien de bébé en développement. Mais peut-être la preuve la plus déchirante vient-elle du site funéraire médiéval irlandais où les chercheurs ont découvert une preuve médico-légale claire de dystocie des épaules, une complication où les épaules du bébé se coincent lors de l'accouchement, avec la scapula du fœtus butant littéralement contre la face postérieure de l'os pubien de la mère, dans une position qui prouve que la mère et l'enfant sont morts pendant la tentative de naissance. La position du squelette montre que le bébé avait suffisamment progressé dans le canal de naissance pour que la tête soit sortie, mais les épaules se sont accrochées au détroit pelvien rétréci, piégeant la mère et l'enfant dans une impasse biologique que la médecine médiévale n'avait absolument aucune technique pour résoudre. Chacun de ces cas représente non seulement une tragédie individuelle, mais une preuve systématique de la façon dont les choix délibérés de la société médiévale, malnutrition par restriction alimentaire, mariage précoce avant que le développement pelvien ne soit terminé, grossesses répétées sans temps de récupération, et interventions médicales qui causaient plus de dommages que les complications initiales, ont créé une catastrophe démographique qui fait paraître chaque guerre de l'histoire humaine clémente en comparaison. Et ce que nous allons explorer vous montrera exactement comment les médecins médiévaux ont transformé des urgences surmontables en condamnations à mort garanties par des procédures qui seraient considérées comme de la torture par toute norme moderne.
Ces histoires d'horreur archéologiques deviennent encore plus troublantes lorsque vous réalisez que le forage du crâne, les positions fétales impossibles et les preuves d'une agonie prolongée n'étaient pas causés par les seules complications biologiques. Ils étaient le résultat direct d'interventions médicales effectuées par des médecins médiévaux qui transformaient des urgences surmontables en condamnations à mort garanties par des procédures si brutales que les médecins des urgences modernes refusent de lire les récits historiques sans avertissement de contenu sensible. Les hommes se disant guérisseurs dans l'Europe médiévale possédaient une ignorance si catastrophique de l'anatomie féminine que leurs tentatives de traitement tuaient plus vite et plus efficacement que les complications initiales. Et ce qu'ils ont fait aux femmes en travail au nom de la médecine vous fera comprendre pourquoi les sites archéologiques révèlent des preuves de torture systématique déguisées en soins de santé. Commençons par l'intervention chirurgicale la plus courante que les médecins médiévaux tentaient. La césarienne, qui semble rassurante jusqu'à ce que vous réalisiez que les textes médicaux médiévaux stipulent explicitement que ces opérations n'étaient pratiquées qu'après la mort de la mère, non pas comme des procédures de sauvetage, mais comme des tentatives désespérées d'extraire des nourrissons potentiellement vivants de cadavres. Le Trotula, le texte médical médiéval le plus largement diffusé sur la santé des femmes, décrit des techniques de césarienne qui impliquent de couper de la chair morte avec des couteaux grossiers sans aucune compréhension de la procédure stérile et sans considération pour le traumatisme psychologique infligé aux familles forcées de regarder le cadavre de leur être cher être découpé comme du bétail abattu. Mais les césariennes sur des cadavres étaient clémentes comparées à ce que les médecins médiévaux tentaient sur des femmes vivantes, car lorsque des complications de travail survenaient, leur réponse standard était la trépanation. Percer des trous dans le crâne d'une femme consciente et en travail en utilisant des instruments métalliques grossiers tournés à la main, sur la base de la théorie que les difficultés de l'accouchement étaient causées par une pression dans le cerveau qui pouvait être soulagée en créant des ouvertures dans l'os du crâne. Les preuves archéologiques montrent que ces procédures étaient effectuées sans aucune forme d'anesthésie sur des femmes qui subissaient simultanément l'agonie d'un travail obstrué, ce qui signifie que les médecins médiévaux torturaient littéralement des mères mourantes en perçant l'os vivant pendant qu'elles hurlaient en couches. Les interventions à base de plantes décrites dans les textes médicaux révèlent une cruauté encore plus systématique déguisée en traitement, des mélanges de miel, d'herbes et de substances broyées formées en boules et insérées directement dans des canaux de naissance infectés, créant des voies supplémentaires pour la contamination bactérienne tout en causant une douleur atroce qui s'ajoutait au traumatisme existant des accouchements impossibles. Les médecins masculins, qui n'avaient jamais assisté à un accouchement normal et ne possédaient aucune compréhension de l'anatomie reproductive féminine, ont rédigé des instructions détaillées pour insérer des objets étrangers dans les vagins et les utérus, recommandant des procédures qui garantissaient la septicémie chez des femmes dont le système immunitaire était déjà compromis par la malnutrition, la perte de sang et un travail prolongé. Les recommandations du Trotula incluent l'insertion de pessères faits d'encens pulvérisé, de cannelle et d'autres substances directement dans l'utérus des femmes souffrant de prolapsus, garantissant essentiellement des infections mortelles tout en causant une agonie supplémentaire dont la théorie médicale médiévale prétendait qu'elle rétablirait d'une manière ou d'une autre le bon positionnement des organes. Le plus horrible de tout étaient peut-être les instruments grossiers que les médecins médiévaux utilisaient pour ces procédures. Des outils métalliques non stérilisés, des instruments en bois brut et des couteaux conçus pour la chirurgie générale plutôt que pour un travail obstétrical délicat, tous appliqués sur les zones les plus sensibles du corps des femmes, sans aucune compréhension de la manière de minimiser les dommages ou de prévenir l'infection. Le remède était souvent pire que le mal, bien pire, car l'intervention médicale médiévale transformait des défis biologiques que les services d'urgence modernes résolvent couramment en séances de torture systématique qui garantissaient la mort tout en maximisant la souffrance, et ce que nous allons découvrir
prouvera que ce n'était pas de l'ignorance médicale, c'était une méthodologie délibérée, conçue pour maintenir le contrôle social par la terreur. Cette torture médicale systématique pourrait sembler être des histoires d'horreur historiques exagérées, sauf que la science médico-légale du 21e siècle a développé des techniques d'analyse révolutionnaires qui fournissent une preuve physique indéniable de chaque détail macabre que nous avons discuté. Et ce que l'archéologie moderne révèle fera taire à jamais quiconque prétend que ces récits sont sensationnalistes ou historiquement inexacts. La percée de l'analyse biomoléculaire qui a commencé avec l'examen par la docteure Sarah Fiddyment de cette ceinture d'accouchement tachée ne représente que le début des techniques scientifiques qui donnent une voix à 800 ans de souffrance systématiquement réduite au silence. En utilisant une méthode d'échantillonnage non invasive appelée e-zooms, les chercheurs peuvent maintenant extraire et analyser les protéines de parchemins médiévaux, de textiles et même de surfaces osseuses pour créer des preuves au niveau moléculaire de ce qui est exactement arrivé à ces femmes pendant leurs dernières heures. L'analyse de la ceinture d'accouchement n'a pas seulement détecté des protéines de fluide cervico-vaginal, elle a identifié des composés spécifiques qui prouvent que le parchemin était activement porté pendant le travail, y compris des traces de miel, de lait, d'œufs, de céréales et de légumineuses qui correspondent exactement au traitement désespéré décrit dans les textes médicaux médiévaux. Cela signifie que nous avons maintenant la preuve biochimique directe que les femmes mettaient réellement en œuvre les remèdes horribles dont nous avons parlé, leur fluide corporel et leur traitement d'urgence littéralement incrusté dans les artefacts qu'elles croyaient incapables de leur sauver la vie. Mais l'analyse des protéines n'est qu'une percée parmi des dizaines de techniques médico-légales qui révolutionnent notre compréhension de la mortalité maternelle médiévale. La technologie avancée de balayage osseux peut maintenant identifier des micro-fractures de stress, des carences minérales et des schémas de guérison qui révèlent précisément combien de grossesses une femme a vécu et à quelles complications elle a survécu avant son dernier travail fatal. L'analyse des os du bassin par tomographie assistée par ordinateur montre des schémas de traumatisme répétés qui prouvent que les femmes médiévales ont enduré de multiples épisodes d'accouchement obstrués, leurs os portant des cicatrices permanentes de naissance qui auraient dû les tuer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne l'ont pas fait, jusqu'à ce que la dernière tentative submerge leur corps déjà endommagé. Les études archéologiques utilisant le géoradar et les techniques de fouilles systématiques découvrent des schémas d'inhumation que les autorités médiévales ont désespérément tenté de cacher, des sections de cimetières dédiées exclusivement aux jeunes femmes enterrées avec des restes fœtaux, des fosses communes contenant plusieurs pères, mères, enfants, et des distributions statistiques de restes féminins qui prouvent que les taux de mortalité maternelle étaient encore plus élevés que les estimations historiques les plus pessimistes ne le suggéraient. Le cimetière médiéval de Pieve di Pava contient à lui seul 4 cas documentés de décès maternaux-fœtal dans une petite population rurale, suggérant une catastrophe démographique à une échelle qu'il aurait été impossible de dissimuler aux communautés contemporaines, mais qui a pourtant disparu de tous les registres écrits. L'analyse statistique moderne des populations de cimetières à travers l'Europe révèle des schémas constants de mortalité des jeunes femmes adultes qui ne peuvent s'expliquer que par des pertes reproductives systématiques. Certains sites médiévaux montrant des ratios de décès femmes-hommes pendant les années de reproduction maximale qui approchent l'impossibilité démographique à moins que quelque chose ne tue les femmes à des taux sans précédent. Le plus accablant de tout est peut-être l'analyse isotopique qui peut maintenant déterminer exactement ce que ces femmes mangeaient pendant leurs derniers mois, révélant une malnutrition si grave que leurs os se dissolvaient littéralement pendant qu'elles essayaient de soutenir des fœtus en développement, leur corps cannibalisant le calcium de leur propre squelette dans des tentatives désespérées de construire des bébés qu'elles ne pouvaient pas mettre au monde en toute sécurité.
La science moderne a donné une voix à 800 ans de souffrance réduite au silence, et ce que cette révolution médico-légale révèle exposera non seulement l'ignorance médicale, mais aussi une ingénierie sociale systématique qui a délibérément sacrifié les femmes pour maintenir des structures de pouvoir qui dépendaient d'une reproduction continue, quel qu'en soit le coût humain. Les preuves médico-légales indéniables que nous venons d'examiner prouvent quelque chose qui devrait faire bouillir votre sang de fureur légitime. Cette catastrophe démographique n'a pas été causée par des connaissances médicales primitives ou des circonstances biologiques malheureuses, hors de tout contrôle humain, mais par des systèmes sociaux, religieux et économiques délibérés qui ont systématiquement créé les conditions garantissant la mort de femmes en grand nombre tout en empêchant simultanément toute reconnaissance ou réforme des pratiques causant ce massacre. Ce n'était pas la sélection naturelle opérant à travers l'ignorance médicale, c'était un massacre systématique permis et perpétué par ceux qui détenaient le pouvoir, qui ont donné la priorité au contrôle social sur la vie humaine, et chaque institution de la société médiévale a collaboré à la création et au maintien de cette machine à tuer. Commençons par les pratiques du mariage des enfants qui garantissaient que les jeunes mères feraient face à des défis biologiques impossibles avant que leur corps n'ait fini de se développer. Les systèmes juridiques médiévaux n'ont pas accidentellement permis aux filles de se marier à 14 ans. Ils ont délibérément structuré les lois sur l'héritage, les transferts de propriété et les alliances politiques autour du principe que la capacité reproductive féminine appartenait aux parents masculins qui pouvaient négocier des contrats de mariage dès que les filles atteignaient ce qu'ils considéraient comme l'âge de la reproduction. La doctrine de l'Église a explicitement soutenu ces pratiques en enseignant que le mariage précoce empêchait le péché, ce qui signifie que les autorités religieuses encourageaient activement des unions qui, comme le prouvent les statistiques, étaient des condamnations à mort pour les épouses concernées. Mais le mariage des enfants n'était que la base d'un système social complet conçu pour maximiser la production reproductive, quel que soit le coût en vies humaines. Les structures économiques de toute l'Europe médiévale exigeaient des grossesses constantes de la part des femmes mariées, car la production agricole et artisanale dépendait de familles nombreuses pour fournir de la main-d'œuvre, avec des systèmes fiscaux et des règlements de guildes qui pénalisaient les couples sans enfants tout en récompensant les familles, quel que soit le nombre de mères mortes en créant ces enfants. Les cadres juridiques ont systématiquement retiré aux femmes l'autonomie sur leur propre corps en transférant la prise de décision reproductive à des maris qui ne couraient aucun risque personnel face aux complications de la grossesse, ce qui signifie que les personnes qui prenaient les décisions concernant la procréation n'étaient jamais celles qui mouraient de ces choix. Le plus accablant de tout est peut-être la preuve que la société médiévale possédait les connaissances et les ressources pour réduire la mortalité maternelle, mais a choisi de ne pas les mettre en œuvre car cela aurait remis en question l'autorité masculine sur le corps des femmes. L'Église n'a pas seulement manqué de fournir un soulagement de la douleur pendant le travail, elle l'a activement interdit sur la base d'une doctrine théologique selon laquelle la souffrance de l'accouchement était la punition divine pour le péché originel d'Ève, allant jusqu'à brûler la première femme qui a demandé un analgésique comme une sorcière pour avoir défié la volonté de Dieu. Les institutions médicales dominées par les hommes ont exclu les femmes de la pratique de l'obstétrique malgré le fait que les sages-femmes obtenaient constamment de meilleurs taux de survie que les médecins masculins, car permettre aux femmes de contrôler leurs propres soins de santé aurait sapé les cadres religieux et juridiques qui maintenaient l'autorité masculine sur la reproduction. Les systèmes de pression sociale ont empêché toute reconnaissance de la crise de la mortalité maternelle, en créant une honte autour de la discussion des complications de l'accouchement, en classant les décès maternels comme des tragédies familiales privées plutôt que comme des urgences de santé publique, et en ostracisant les femmes qui survivaient à des accouchements difficiles si elles parlaient ouvertement de leurs expériences ou remettaient en question les traitements médicaux qui avaient failli les tuer.
Les autorités médiévales possédaient une connaissance détaillée des taux de mortalité maternelle. Leur propre registre juridique et de succession prouve qu'elles anticipaient et planifiaient une mortalité féminine généralisée pendant les années de reproduction, mais elles ont choisi de supprimer cette information et de maintenir les systèmes qui la causaient, car reconnaître la crise aurait nécessité des changements fondamentaux dans les structures de pouvoir qui dépendaient du traitement des femmes comme des ressources reproductives jetables. C'était un massacre systématique permis par ceux qui détenaient le pouvoir, et ce que nous allons découvrir prouvera que la dissimulation s'est étendue bien au-delà de l'époque médiévale. Car les historiens et les institutions modernes ont passé des siècles à perpétuer les mêmes mensonges que les autorités médiévales utilisaient pour cacher leur génocide délibéré des femmes en âge de procréer. Le massacre systématique que nous venons d'exposer révèle une vérité encore plus troublante qui changera fondamentalement votre vision non seulement de l'histoire médiévale, mais de l'érudition historique moderne elle-même, car la dissimulation ne s'est pas arrêtée avec le Moyen Âge, elle s'est poursuivie pendant 8 siècles à travers une conspiration du silence impliquant chaque institution responsable de la préservation et de l'interprétation du passé, des scribes de l'Église médiévale aux historiens universitaires du XXe siècle qui ont choisi de perpétuer des mensonges plutôt que de confronter la réalité horrifiante d'un génocide féminin systématique. La vérité a été enterrée avec les corps, et jusqu'à maintenant, ceux qui sont au pouvoir ont travaillé sans relâche pour qu'il en reste ainsi. Les archives de l'Église, qui forment l'épine dorsale de la documentation historique médiévale, n'ont pas accidentellement omis les décès maternels. Elles les ont systématiquement classés en utilisant une terminologie délibérément vague qui obscurcissait la causalité tout en maintenant des registres statistiques que les autorités ecclésiastiques savaient frauduleux. Les scribes médiévaux, suivant les instructions explicites de leurs supérieurs ecclésiastiques, enregistraient les décès maternels comme fièvre, faiblesse ou volonté de Dieu, tout en tenant des décomptes secrets et séparés des véritables victimes de l'accouchement, qui n'étaient jamais destinés à la consommation publique et n'ont été que récemment découverts dans des archives monastiques que les chercheurs supposaient ne contenir que des registres administratifs de routine. Les documents juridiques révèlent une tromperie encore plus calculée, avec des registres de succession et des transferts de propriété qui prouvent que les autorités médiévales comprenaient parfaitement l'impact démographique de la mortalité maternelle tout en créant simultanément une documentation officielle qui dissimulait ces schémas aux populations contemporaines qui auraient pu exiger une réforme sociale si elles avaient compris la véritable ampleur du massacre. Les textes médicaux médiévaux représentent peut-être l'aspect le plus cynique de cette conspiration historique, car ils ont été écrits presque exclusivement par des médecins et des membres du clergé masculin qui n'avaient jamais